Prolongeons la vidéo précédente par un sujet apparenté. Quelqu'un m'a envoyé le 15 novembre 2025 une capture d'écran d'un passage talmudique qui apparaît dans la Maseref Bechoroth au Daf 8a, dans lequel on parle de la période de gestation des animaux. Et la personne m'a posé la question suivante. Comment abordez-vous cette Beraïta dans Bechoroth qui dit que le temps de gestation du lion, du loup, du tigre et d'autres animaux est de 3 ans? C'est vraiment étonnant que les commentateurs sur place ne s'interrogent pas là-dessus. Je tiens d'abord à m'excuser du temps que je pourrais prendre pour répondre aux questions. Mais très souvent, c'est soit parce que je suis très occupé puisque hors des réseaux sociaux, j'ai beaucoup de choses à faire, ou parfois j'attends le bon moment pour répondre aux questions, ce qui est le cas ici, puisque j'avais déjà préparé ma réponse, mais j'ai attendu la bonne opportunité pour la publier. Puisque j'ai abordé un sujet analogue dans la vidéo précédente, c'est le bon moment pour répondre également à cette question. Alors, ce passage du Talmud, qui commence en réalité à partir du Daf 7b de la Maseref Bechoroth, explore les périodes de gestation de divers animaux et leurs parallèles dans le règne végétal. Il commence par comparer la durée de gestation ou d'éclosion des animaux aux périodes de maturation de certains arbres et plantes. Par exemple, il est indiqué qu'un poussin éclot en 21 jours, tout comme une amande mûrit en 21 jours. Ainsi, le poussin est mis en parallèle avec l'amande. D'autres comparaisons sont faites, notamment avec les chiens et les figues, qui auraient donc la même période de gestation ou de maturation. Les chats et les mûriers, qui eux aussi auraient la même période de gestation et de maturation. Les porcs et les pommes, qui auraient la même période de gestation ou de maturation. Il y a des périodes plus longues qui sont donc également données, étant mentionnées donc pour les animaux plus grands ou plus exotiques et les plantes correspondantes. Ces informations talmudiques sont-elles correctes ou erronées? C'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite. Nous allons passer en revue toute la liste donnée par cette Beraïta et voir à chaque fois si l'information est correcte ou erronée par rapport aux connaissances scientifiques actuelles que nous possédons. Commençons avec la durée de gestation. La Baraïta commence par nous donner la période de gestation des poules. Et là, effectivement, il est exact que les œufs de poule éclosent généralement après environ 21 jours d'incubation. La Baraïta passe ensuite aux chiens. Et là, la durée de gestation des chiens est généralement de 58 à 68 jours, souvent arrondi à environ 63 jours. De ce fait, l'affirmation talmudique selon laquelle il y aurait 50 jours de gestation est d'environ 8% plus courte que la durée moyenne réelle de gestation des chiens. Il s'agit donc ici d'une information erronée. La Beraïta passe ensuite aux chats. Et là, la durée de gestation des chats est d'environ 64 à 67 jours et non de 52 jours comme indiqué dans le Talmud. Puis, il est question des porcs. Et la gestation des porcs dure environ 114 jours, soit 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Ce qui est nettement plus long que les 60 jours mentionnés dans le Talmud. Encore une erreur. Ensuite, on nous parle des renards et des animaux rampants. Et il se trouve que la gestation des renards dure environ 51 à 53 jours, soit bien moins longtemps que les 6 mois indiqués dans le Talmud. Donc le Talmud nous dit que la gestation des renards prend 6 mois, alors qu'en réalité ça prend entre 51 et 53 jours. Donc c'est une erreur et en plus une très grande erreur. Quant au terme créature rampante, ça peut englober toute une gamme de créatures, mais
la plupart d'entre elles ont une période de gestation bien plus courte que les 6 mois indiqués, et ce de très loin. Ensuite, la Beraïta nous parle des moutons et des chèvres. Et là, le Talmud a raison, puisque la période de gestation des moutons et des chèvres est d'environ de 5 mois. Ensuite, on nous parle des chameaux et des ânes. Et là, le Talmud a raison concernant les chameaux, puisque la période de gestation des chameaux est d'environ de 13 mois. Par contre, il y a une légère exagération pour les ânes. Le Talmud nous dit que leur période de gestation est de 12 mois, alors que la réalité est plus proche des 14 mois. Mais on peut quand même dire que, allez, pour 2 mois près, c'est pas vraiment une erreur. Ensuite, on nous parle des vaches. Et là, le Talmud a parfaitement raison, puisque la période de gestation des vaches est d'environ de 9 mois. Puis on nous parle des loups, des lions, des ours, des léopards et d'autres animaux. Et là, le Talmud a totalement faux, puisque pour tous ces animaux-là, le Talmud nous dit que leur période de gestation serait de 3 ans. Or, la durée de gestation de ces animaux est bien plus courte. Par exemple, elle est d'environ 110 jours pour les lions et 22 mois pour les éléphants. Rien à voir avec les 3 ans mentionnés dans le Talmud. Puis on nous parle des vipères. Et là, c'est totalement inexact. La gestation des vipères dure quelques mois à peine et non pas 70 ans comme le dit le Talmud. Ensuite, on nous parle du serpent en général par le terme de Nahash. Et une gestation de 70 ans est donnée dans le Talmud pour les serpents. Et là encore, c'est une énorme exagération. En effet, la plupart des serpents ont une gestation de quelques semaines à quelques mois, selon l'espèce. Il est donc probable que 70 soit un nombre typologique servant à désigner une longue période. Cependant, le récit talmudique qui suit laisse entendre que ce nombre a été pris au sens littéral et n'a pas été utilisé d'une manière typologique. Il s'agit donc d'une erreur. On ignore néanmoins pourquoi on attribuerait au serpent une durée de gestation relativement longue, alors qu'en réalité, elle n'est pas si longue que ça. Après nous avoir parlé de la période de gestation des animaux, le Talmud enchaîne avec la période de maturation des arbres et des plantes qu'il met en vis-à-vis avec la période de gestation des animaux. Et on commence avec l'amande. L'information talmudique selon laquelle les amandes mûrissent 21 jours après le débourrement est inexacte. Les amandiers fleurissent tôt au printemps et les fruits mettent plusieurs mois à mûrir. La maturation a généralement lieu à la fin de l'été ou au début de l'automne et non seulement 21 jours après la floraison. C'est donc une erreur. Ensuite, le Talmud nous parle de la période de maturation des figues. Et là, les figues n'ont pas de période de gestation spécifique comparable aux 50 jours observés chez les chiens. Puisqu'effectivement, le Talmud dit que la période de maturation des figues est la même que la période de gestation des chiens qui serait de 50 jours. Et on avait vu que la période de 50 jours pour les chiens est totalement inexacte et donc la période de 50 jours pour les figuiers l'est également, puisque comme je l'ai dit, les figuiers n'ont pas de période de gestation spécifique. Les figuiers produisent généralement 2 récoltes par an. Et le temps entre la floraison et la maturation des fruits dépend de la variété et des conditions locales, mais il est généralement supérieur à 50 jours. Le Talmud nous parle ensuite des mûriers. Et là, les mûriers mettent plus de 52 jours à mûrir après la floraison. Le fruit mûrit généralement sur plusieurs mois, comme pour de nombreux autres arbres fruitiers. Le Talmud donc n'a pas raison de parler de 52 jours. Ensuite, on nous parle des pommiers. Les pommiers fleurissent au printemps et leurs fruits mûrissent de la fin de l'été à l'automne. Il faut donc plusieurs mois entre la floraison et la maturation des fruits et non pas seulement 60 jours comme indiqué dans le Talmud.
Le Talmud nous parle ensuite des céréales par le terme de tevoua. Et là, le cycle de croissance des céréales, comme le blé ou l'orge, de la plantation jusqu'à la récolte, varie généralement de 3 à 6 mois selon la variété et les conditions environnementales. Le Talmud nous parle ensuite des vignes. Et là, les raisins arrivent à maturité chaque année au cours d'une seule saison de croissance qui dure quelques mois après la maturation de la vigne. On nous parle ensuite des palmiers dattiers. Et l'affirmation talmudique selon laquelle la période de maturation d'un palmier dattier correspond à la période de gestation de 12 mois des chameaux ou des ânes est inexacte. Les palmiers dattiers peuvent mettre 4 à 7 ans avant de commencer à produire des fruits après leur plantation. Et ils atteignent leur pleine capacité de production au bout d'une dizaine d'années, ce qui dépasse largement un cycle de 12 mois. Ensuite, on nous parle des oliviers. Le cycle de croissance des oliviers ne correspond pas du tout à la période de gestation de 9 mois des vaches. Les oliviers commencent généralement à porter des fruits 3 à 5 ans après la plantation et leurs fruits mûrissent chaque année. Ainsi, lorsque le Talmud parle de 9 mois, c'est totalement à côté de la plaque. On nous parle ensuite du figuier blanc. Vous devez savoir que les figuiers peuvent commencer à produire des fruits quelques années seulement après la plantation. C'est peut-être ce que l'on entend dans le Talmud en disant que la période de maturation des figuiers blancs serait de 3 ans. Ensuite, on nous parle des caroubiers. Et affirmer, comme le fait le Talmud, que les caroubiers mettent 70 ans à mûrir, c'est une grosse exagération. Ils commencent généralement à porter des fruits 6 à 20 ans après la plantation. Mais il est probable que 70 soit un nombre typologique et signifie simplement longtemps, auquel cas cette affirmation peut être considérée comme exacte. Mais comme je l'ai montré précédemment, le Talmud, lorsqu'il emploie le terme de 70 ans, l'emploie d'une manière littérale. Or, on a vu que pour le caroubier, ça ne prend jamais 70 ans pour arriver à maturation. Ensuite, on nous parle de ce qu'on appelle en hébreu les moursassim. Et dans le dictionnaire donc de Jastrow, les moursassim sont une espèce de figue. En général, les figuiers, toute espèce confondue, commencent à fructifier quelques années après leur plantation. Typiquement, ils produisent d'abord quelques fruits dès la 2e ou la 3e année et atteignent leur pleine productivité entre 5 et 7 ans. Ainsi, la maturation des figues a lieu chaque année une fois que l'arbre est suffisamment mature pour porter des fruits. L'affirmation talmudique selon laquelle les figues moursassim mettent 7 ans à mûrir souligne probablement le temps nécessaire pour l'arbre afin d'atteindre sa pleine maturité et une production de fruits régulière, plutôt que le cycle annuel de maturation. Par conséquent, ce délai se situe globalement dans la fourchette des temps de maturation typiques pour qu'un figuier établisse pleinement et produise une récolte abondante et régulière. On ne peut donc pas dire ici qu'il s'agirait d'une erreur. Il ressort donc clairement que la plupart des durées de gestation des animaux et des périodes de maturation des plantes et des arbres mentionnés dans le texte posent problème au regard des cycles biologiques et botaniques connus. Il est intéressant de noter que le Talmud ne donne des informations exactes que pour les durées de gestation des poulets, des moutons, des chèvres et des vaches. Cela paraît logique, puisque ces animaux sont kéchérim et que les chachamim talmudiques les connaissaient donc très bien. De même, le texte talmudique est plus précis concernant les céréales et les vignes, indiquant donc une durée de gestation de 5 à 6 mois, faisant probablement référence au cycle annuel de maturation des fruits, du développement des bourgeons floraux à la maturation du fruit. Le blé et le raisin étaient vraisemblablement des produits que les chachamim talmudiques connaissaient particulièrement bien, car il s'agissait de cultures vivrières essentielles dans le Proche-Orient et le bassin méditerranéen de l'Antiquité. Ainsi, nous pouvons conclure que les chachamim étaient loin d'être des experts en botanique et en zoologie,
Et pour les plantes et animaux dont les Juifs ne s'occupaient pas personnellement, ils se sont probablement appuyés sur les croyances et connaissances erronées de l'époque, puisqu'on constate que pour les produits et animaux dont les Juifs s'occupaient personnellement, leurs données sont exactes. Dans le monde religieux, plutôt que d'admettre ces faits, beaucoup vont préférer prétendre que la nature a changé depuis les temps talmudiques et que les données consignées dans le Talmud devaient certainement être vraies à l'époque, mais que depuis, les choses ont changé dans une sorte d'évolution des espèces. Par conséquent, le fait que la science moderne fournisse des chiffres de gestation et maturation différents n'indiquerait pas que le Talmud s'est trompé, mais juste que les plantes et animaux d'aujourd'hui ne se comportent plus comme ceux d'antan. C'est une théorie très à la mode dans le monde religieux, mais à laquelle je ne souscris absolument pas. Kol Tov, Hazak Uvarur.